temporelle d'une réaction chimique, vitesse de réaction. Paragraphe 1, suivi temporel d'une transformation chimique. 1.1, suivi de titrage, par titrage. A, activité 1. À l'instant t égale à 0, on mélange un volume V1 égale à 50 ml d'une solution d'eau oxygénée H2O2 de concentration C1 égale à 5,310 - 2 mol par litre et un volume V2 égale à 50 ml d'une solution de iodure de potassium K+, I-, de concentration C2 égale à 2,10 - 1 mol par litre. La réaction met en jeu les couples I2, I- et H2O2, H2O. L'équation de la réaction s'écrit H2O2 plus 2I- plus 2H+, ça donne 2H2O plus I2 à l'état aqueuse, bien sûr. C'est une réaction qu'on a déjà trouvée dans le paragraphe précédent, du chapitre précédent. À l'instant t égale à 2 minutes, on prend un volume Vp égale à 10 ml du mélange réactionnel et on le verse dans un bécher contenant de l'eau glacée. On dose le diode formé I2 par une solution aqueuse titrante de thiosulfate de sodium de concentration C égale à 0,02 mol par litre et on appelle VE le volume de la solution titrante versée à l'équivalence. L'équation de la réaction de dosage est I2 plus 2S2O3 ça donne 2I- plus S4O6 2-. C'est une réaction rapide. C'est comme vous voyez dans l'expérience, dans le schéma, on prend à l'aide d'une pipette, on prend une quantité Vp égale à 10 ml de I2, ce qu'on appelle le mélange réactionnel, et on le verse dans un autre bécher, et on ajoute quelques morceaux de glace, et après on va essayer de faire le dosage du contenu par le thiosulfate de sodium 2Na+, S2O3 Donc l'objectif du dosage, c'est pour déterminer le volume VE de cette solution versée à l'équivalence. Donc comme vous voyez, on va déterminer l'expression de la quantité de matière formée N initial I2. À l'équivalence, on a N initial I2 égale à 1/2 N S2O3 Donc on utilise la relation des coefficients stoichiométriques. Et on obtient donc N initial I2 égale 1/2 CVE. On renouvelle cette opération pendant des différentes dates. On note dans un tableau le volume VE qui correspond à chaque date. Donc, dans le tableau, vous constatez bien qu'à chaque instant, on mesure le volume à l'équivalence versée et on détermine la quantité de I2 restante, ou bien formée, pardon. Et on trace la courbe NI2 en fonction de T. Donc, X de T, c'est N de I2. Et vous constatez qu'il s'agit d'une courbe croissante en fonction du temps. Exploitation. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Équation de la réaction, comme vous voyez, H2O2 plus 2I- plus 2H+, ça donne 2H2O plus I2. À l'état initial, vous avez une quantité de matière initiale de H2O2, c'est C1V1 et de I- C2 V2. Et 0, 0 pour le reste. Normalement, H+, c'est pas 0, c'est en excès.
parce que c'est une réaction qui s'effectue dans une solution acide. À l'instant T, c'est-à-dire à l'état intermédiaire, vous avez quantité de matière de H2O2, c'est C1V1-X, et la quantité de matière de I- restant, c'est de V2 moins 2X. Donc il faut ajouter 2. Et vous avez H plus en excès et H2O en excès et la formation de X. Et à l'état final, à la place de X, on va mettre X final. Très bien. On peut donc voir que l'avancement de la réaction X à un instant T est égal à la quantité de diodes formée à cet instant. X de T égale à N de T en fonction de T, c'est-à-dire formé. Donc X de T et N I de T ont la même courbe. La connaissance de N I2 suffit donc à déterminer complètement la composition du mélange réactionnel à l'instant considéré. Et vous constatez ici que NH2O2 égale C1V1-X et N et moins c'est C de V2 moins 2X. Il y a une faute. Et N de I2 égale AX. Donc le graphe de N2 de NH2O2 en formation, c'est une courbe décroissante parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, la quantité de H2O2 diminue. N2 suivi de conduit métrique. Donc on utilise une autre méthode de mesure. Activité 1, on considère la réaction suivante. RCl plus H2O, ça donne ROH plus H plus Cl-. La réaction produit des ions H plus et Cl-, ce qui augmente la conductivité sigma du milieu. Donc devant vous l'expérience utilisée parce que nous sommes en train de mesurer sigma, la conductivité. On utilise le matériel nécessaire pour cette expérience. On relève la valeur de conductivité sigma du mélange au cours du temps. On obtient le tableau suivant, comme vous voyez ici. Au fur et à mesure que le temps passe, la valeur de sigma augmente jusqu'à une valeur maximale. Sigma max, pendant 2000 secondes, vous avez 1,955 système international. B. Exploitation. Établissons le tableau d'avancement. Vous voyez devant vous le tableau d'avancement comme d'habitude, qu'on va essayer de remplir. Donc il est devant vous, bien sûr. La conductivité de la solution à l'état T est sigma lambda H plus fois concentration de H plus lambda Cl- fois la concentration de Cl-, parce que la conductivité a toujours la relation entre les concentrations des ions qui se trouvent dans la solution et pas des molécules ou bien des solutions liquides ou quelque chose de comme ça. Et d'après ce tableau, la concentration de H plus égale concentration de Cl- égale à X sur V. Alors, sigma égale lambda H plus Cl- multiplié par X sur V. Ça, c'est la relation 1. On considère que la réaction est totale. L'eau est toujours en excès. Donc, X final, c'est X max égale N initial de RC. Application numérique égale 9,1 décimale 3 mol. À la fin de la transformation, on a sigma max égale lambda H plus lambda Cl- fois X max sur V. Donc, d'après les relations 1 et 2, la relation 1 divisée par la relation 2, ça donne sigma divisé par sigma max égale à X sur X max, ce qui implique que X égale à X max multiplié par sigma sur sigma max. On peut calculer les valeurs de X aux dates indiquées. Dans le tableau est tracée la courbe X en fonction du temps. On obtient la même courbe du graphe précédent 1,1A. La mesure de la conductivité sigma de T permet de suivre en continu l'avancement de la réaction. Paragraphe 1.3 suivi par mesure de pression. Activité 1A. On introduit dans un ballon relié à un manomètre
Donc vous savez quel est le rôle du manomètre. C'est un instrument de mesure de pression. Il est surtout utilisé pour les gaz. Donc devant vous, vous avez le schéma qui justifie cette expérience. On introduit dans un ballon relié à un manomètre un volume V égale à 50 ml d'acide chlorhydrique de concentration C égale à 5,10-1 mol par litre et une masse égale à 0,020 g de magnésium. Et vous avez la masse molaire du magnésium, c'est 24,3 g par mol. On relève la valeur de la pression toutes les 30 secondes. L'équation de la réaction est le magnésium plus 2H plus aqueuse, ça donne magnésium Mg2 plus aqueuse plus H2 gaz. On obtient le tableau suivant. Donc le tableau est devant vous. Vous constatez qu'au fur et à mesure que le temps augmente, la pression de la quantité d'hydrogène qui se trouve dans le ballon augmente jusqu'à une valeur maximale correspond à 1093, qui est considérée comme une pression maximale. Système international. P, exploitation. Calcul des quantités de matière initiale. Un initial de H plus C fois V. On passe à l'application numérique, ça donne 2,5, 10 moins 2 mol par litre. C'est-à-dire 25 millimoles. Et ce qui concerne la quantité de matière du magnésium, c'est la masse sur la masse molaire, ça donne une valeur de 8,2, 10 moins 4 mol. 0,82 millimoles. Bien. Établissons le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement est devant vous, comme vous constatez bien. On a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Donc, on respecte le règlement de remplissage du tableau. Et on peut déterminer Xmax, comme vous savez bien, on choisit la valeur minimale des deux valeurs maximales de l'état initial. Donc, vous constatez bien, on a trouvé deux valeurs, Xmax égale à 0,82 millimoles et Xmax égale à 12,5 millimoles. Donc, la valeur, la plus petite valeur, c'est 0,82 millimoles. Le magnésium, donc, c'est le réactif limitant. On considère le dihydrogène comme un gaz parfait, bien sûr, et on utilise la loi des gaz parfaits pH2 fois V égale à NH2 fois RT. La pression mesurée, c'est P total, c'est pH2 plus la pression atmosphérique. À l'instant T, on peut écrire, on remplace pH2 par P moins P atmosphérique, et dans la relation des gaz parfaits, on peut écrire que P moins P atmosphérique égale à NH2 fois RT sur V. Il est considéré comme la relation 1. À la fin de la transformation, à la place de P, on remplace par P max, et à la place de NH2, on la remplace par PNH2 max. Donc, vous avez deux relations devant vous, puisque NH2 c'est X, donc NH2 max c'est X max. Donc, la relation 1 sur 2, ça donne, on tombe sur la relation suivante, X égale à P moins P atmosphérique sur P max moins P atmosphérique fois Px max. Donc, c'est question de calcul. Donc, on passe à l'application numérique. Nous avons X max c'est 0,82 millimoles et P max c'est 1093 hectopascal. Et P atmosphérique c'est donné, c'est 1013 hectopascal. Et on peut donc calculer la valeur de X en date indiquée dans le tableau et tracer la courbe X en fonction de T. On obtient la même courbe du graphe 1,1A. La mesure de la pression P permet de suivre en continu l'avancement de la réaction. Relation 2, paragraphe 2, vitesse de réaction et le temps de demi-réaction. A, vitesse de réaction. La vitesse volumique de réaction est définie par la relation suivante. V égale à 1 sur grand V, c'est le volume fois dx fois dt. dx, c'est l'accroissement de l'avancement x en mol. dt, l'accroissement du temps en secondes, en minutes ou en heures. V, le volume réactionnel en litres ou en mètres cubes. Et l'unité de la vitesse volumique dans le système
internationale, c'est mol mètre cube moins 3 secondes moins 1, ou bien on peut utiliser d'autres unités auxiliaires, c'est mol litre moins 1 seconde moins 1, ou bien mol litre moins 1 minute moins 1, ou bien mol litre moins 1 heure moins 1. Ça dépend des questions proposées. Dans le paragraphe 1.1, on a trouvé que x égale à n I2, donc égale la concentration de I2 fois V. Ça donne que V égale la dérivée de I2 par rapport de la concentration de I2 par rapport à dt. Détermination graphique de la vitesse de réaction à partir de la courbe x de t, x en fonction de t, en calculant le coefficient directeur A égale à d de x par rapport à dt à l'instant t, de la tangente à la courbe et en le divisant par le volume V, comme vous voyez dans le schéma. Donc, vous voyez une courbe qui est croissante. À l'instant t égale à 0, vous avez une tangente. Et à l'instant t1, vous avez une autre tangente. À l'instant t2, vous avez une autre tangente qui se trouve sur un point de la courbe. On observe, graphique ci-contre, que le coefficient directeur A diminue au cours du temps. Donc, la vitesse volumique de la réaction diminue au cours du temps. B, le temps de demi-réaction T1,5. Le temps de réaction T1,5 d'un système chimique est la durée nécessaire pour que l'avancement parvienne à la moitié de sa valeur finale. Comme vous voyez dans le schéma, x final, on peut l'avoir facilement sur la courbe. X max est toujours supérieur à x final. X final sur 2, c'est la moitié de x final sur la courbe. Donc, pour déterminer T1,5, il suffit de préciser x final sur 2 et on va faire la projection sur l'axe des x. Donc, le temps de demi-réaction T1,5 d'un système chimique est la durée nécessaire pour que l'avancement parvienne à la moitié de sa valeur finale. Donc, comme vous voyez sur le schéma, x T1,5, c'est x final sur 2. Si la transformation est totale, on n'aura que x T1,5, c'est x max sur 2. C'est-à-dire, on remplace, lorsqu'il s'agit d'une transformation totale, on remplace x max par x final par x max. Paragraphe 3. Facteur influent sur la vitesse volumique de réaction. Paragraphe 3.1. La température. Donc, il est considéré comme un paramètre très important. Comme vous voyez ici dans le schéma, si on prend par exemple une température, on change de température T1 supérieur à θ2, voilà. Une augmentation de température θ1 supérieur à θ2 a pour effet d'augmenter la vitesse de la réaction. V1, donc ça sera supérieur à V2 sans changer la valeur d'avancement final x max. Donc la valeur de x final ne change pas, ça reste toujours la même. Alors, donc on passe maintenant au paragraphe 3.2, on va changer la concentration. 3.2, la concentration initiale des réactifs. La vitesse des réactifs augmente, V1 supérieur à V2, quand la concentration initiale des réactifs augmente. C'est-à-dire de la même façon comme la température, si on fait augmenter la concentration des réactifs, donc la vitesse de réaction augmente, comme vous voyez ici sur le schéma. Paragraphe 4, interprétation microscopique. Ça sera le dernier paragraphe. On considère deux entités A2 et B2. Les multiples chocs entre ces entités sont à l'origine de leur transformation en molécules AB. Par exemple, on prend A2 plus B2, ça donne 2AB. Il y a formation d'un produit AB. Pour qu'un choc soit efficace, c'est-à-dire pour qu'il y ait apparition des molécules AB, il faut casser la liaison AA et la liaison PP pour former deux liaisons AB. La cassure
des liaisons nécessitent un apport d'énergie, comme vous voyez sur le schéma. D'accord? Alors, comme vous voyez dans le schéma, à gauche, on le considère comme un choc non efficace parce qu'on n'a pas réussi à former la molécule AB. Par contre, le schéma qui est à droite est considéré comme un choc efficace parce qu'on a réussi à former les molécules AB. Vitesse de réaction et facteur cinétique. Influence de la concentration initiale. Plus le nombre d'entités réactives est grande, plus la fréquence des chocs efficaces est grande et plus la transformation est rapide. Le nombre d'entités relatives est proportionnel à la concentration de ces entités. Influence de la température.